Mise en abîme ce soir et un débat pour en évoquer un autre. Deux invités pour parler du débat télévisé qui opposera cette nuit Kamala Harris et Donald Trump, leur premier face-à-face. Une première rencontre même déterminante dans cette campagne américaine incertaine. Alors qui des deux candidats déploie jusqu'ici la meilleure stratégie? Pour en parler justement, Pierre Bourgois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui a paru aux presses universitaires de France intitulé « Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard ». À vos côtés, ou en face plus exactement, Laurence Nardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse, responsable du programme Amérique de l'IFRI et vous venez de faire paraître cet ouvrage « Géopolitique de la puissance américaine » également aux presses universitaires de France. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents dans Questions du soir. Et première question peut-être pour commencer cette discussion, Laurence Nardon, est-ce que pour vous, cette campagne de Kamala Harris depuis le mois de juillet, est-ce que c'est un sans faute ? Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que elle a été extrêmement surprenante. Cette candidate qui avait été une vice-présidente plutôt terne pendant 4 ans, en réalité, à la surprise générale, en tout cas la mienne, elle s'est révélée comme tout à fait crédible et présidentiable en quelques jours à la suite du retrait de Joe Biden qui, je vous le rappelle, c'était le dimanche 21 juillet. Il y a eu à peine 24 heures de flottement avant qu'elle ne prenne l'ascendant sur le reste du Parti démocrate. Les autres candidats ne se sont absolument pas opposés à elle. Et donc, on a eu une certaine surprise à voir cette candidate s'affirmer comme ça. Et elle a fait un sans faute, en tout cas jusqu'à la convention où elle était assez brillante. Elle a montré une grande, presque une joie de vivre dans cette campagne qui en manquait singulièrement jusqu'alors. J'en parle au passé parce que le débat qu'il va y avoir ce soir va peut-être remettre les choses en jeu. Il faut vraiment qu'elle maintienne son avantage et c'est pas forcément évident. Pierre Bourgois, vous abondez dans le fond, elle s'est affirmée sur la forme comme sur le fond ? Alors je dirais que je rejoins évidemment ce qui a été dit. Sur la forme, c'est une vraie réussite. Moi, je ne pensais pas que le Parti démocrate allait rester uni. J'avais vraiment des doutes. Je pensais que peut-être le gouverneur de Californie avait montré le bout de son nez et vouloir se présenter. Finalement, tout est rentré très vite dans l'ordre. Il y a eu vraiment une machine de guerre du Parti démocrate qui a réussi à vraiment rassembler tout l'establishment. Et Kamala Harris, c'est vrai, a fait un sans faute sur la forme. Par contre, sur le fond, je trouve que c'est là où on va sûrement en reparler, où là on peut dire des choses parce qu'elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'a pas dit grand-chose, elle reste pour l'instant sur ce qui fait la force de sa candidature jusqu'à présent, c'est la joie de vivre, l'esprit de renouveau. Dans un climat toujours marqué par l'inflation aux États-Unis, elle arrive à amener un discours sur les classes moyennes, mais tout ça, ça reste un petit peu superficiel dans le sens où, pour l'instant, on attend toujours des éléments concrets. Et là où je pense, et ça va être l'enjeu du débat, là où je pense elle est attendue, c'est son positionnement par rapport au bilan. Elle ne sort pas de nulle part, elle est vice-présidente et elle est directement ou indirectement associée au bilan de Biden. Et je pense que c'est là que Donald Trump va attaquer, clairement, un bilan sur l'économie, sur l'immigration, sur la politique étrangère. Et à elle de préparer sa copie et de bien répondre à ces attaques. Donc je dirais que sur la forme, oui, c'est un véritable succès, vraiment. C'est-à-dire, je pense que les sondages accompagnent cet élan. Mais sur le fond, pour l'instant, il y a encore beaucoup d'inconnus. Vous êtes d'accord, Laurence Nardon, sur le fond, ça reste flou, il y a un loup ? Oui, ça reste flou, je suis tout à fait d'accord. En fait, pendant qu'elle était vice-présidente et encore avant, pendant sa campagne pour les primaires démocrates en 2020, on avait bien vu, alors les adversaires s'en donnaient à cœur joie en disant que Kamala Harris est une politicienne qui a du mal à sortir du bois et qui a du mal à affirmer ses positions clairement. L'une de ses grandes failles dans la campagne démocrate de 2020, c'est que finalement, on n'arrivait jamais vraiment, les électeurs n'arrivaient jamais vraiment à savoir si elle était
une démocrate modérée à la Joe Biden ou une démocrate plus radicale comme à l'époque Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Et elle n'est alors, quand elle a ensuite été nommée vice-présidente, elle n'a jamais pu, pendant les 4 ans où elle avait ce rôle, enfin où elle l'a encore, elle n'a jamais pu sortir de cette ambiguïté parce qu'en réalité, le rôle de vice-président est très compliqué. On ne peut pas s'exprimer sans avoir l'aval de la Maison-Blanche. Et donc, elle n'a jamais pu sortir du bois et dire vraiment ce qu'elle pensait sur les choses. Mais maintenant qu'elle n'est plus dans le rôle, alors? Eh bien, c'est maintenant qu'elle doit le faire. Elle a commencé un petit peu son discours à la Convention, c'était le 22 août, elle a donné quelques petits éléments, mais c'est vrai, jusqu'à présent, on ne sait toujours pas trop ce qu'elle pense, on ne sait toujours pas trop quel serait son programme, principalement sur l'économie et sur la politique étrangère, où elle dit, elle donne par-ci par-là quelques petits éléments, on va y revenir, mais elle est toujours un petit peu au milieu du gué. L'exemple le plus évident, alors c'est pas sur l'économie, c'est sur la politique étrangère, c'est sa position sur Gaza, où en réalité, elle souffle le chaud et le froid en disant d'un côté qu'elle ne renoncera pas à l'alliance indéfectible avec Israël, et effectivement, pour un politique américain, ce serait très compliqué, mais en même temps, elle rappelle à chaque fois, et plus que Biden, elle rappelle à chaque fois les souffrances du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, la nécessité d'un cessez-le-feu, etc. Donc, sur ce point-là, c'est vraiment emblématique de son positionnement qui est toujours un petit peu flou, et je pense un peu trop flou pour durer comme ça jusqu'aux élections. Mais on pourrait tout à fait rétorquer, Pierre Bourgois, que ce positionnement flou, ce chaud et ce froid soufflé dans le même temps, c'est quelque chose de volontaire. C'est peut-être une stratégie pour attirer une part des républicains, une part des indécis, car le positionnement sur Gaza, ce flou-là, se retrouve également sur les positions économiques, également sur les positions d'immigration. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire. En tout cas, c'est intéressant parce que même dans la manière dont est-ce que je rejoins votre analyse, dont vous l'avez présentée, je pense que s'il y a une stratégie, c'est la stratégie du en même temps qu'on connaît bien en France. Et c'est vrai que sur tous les dossiers économiques, je reprends ce que vous avez dit, c'est assez flagrant. En fait, il y a eu donc en fait, on l'a pas entendu beaucoup de fois. On l'a entendu lors de la convention démocrate, donc du 19 au 22 août, surtout dans son discours de clôture. Et on a eu cette fameuse interview le 29 août Sur avec CNN, une vingtaine de minutes où là c'est assez flagrant, il n'y a pas grand chose, vraiment il n'y avait presque rien, et justement le en même temps est assez flagrant puisque notamment en matière d'écologie, elle nous dit qu'il faut sauver l'environnement, etc. Et puis elle affirme et elle se contredit que finalement elle est en faveur de la fracturation hydraulique. Je rejoins ce que vous disiez sur Gaza. Je pense que alors, si c'est volontaire, il faudra quand même qu'elle clarifie quelque chose, et si c'est involontaire, là aussi je pense qu'elle va être acculée par Donald Trump et devoir répondre. On va justement écouter un extrait de cette interview donnée à CNN le 30 août 2024. J'ai passé ma carrière à inviter une diversité d'opinions. Je pense qu'il est important d'avoir des personnes qui ont des points de vue différents autour de la table, surtout lorsque les décisions les plus importantes sont prises. Et je pense qu'il serait dans l'intérêt du public américain d'avoir un membre républicain dans mon cabinet. Pierre Bourgois, là, ça va directement dans le sens que ce que vous étiez en train d'expliquer. C'est peut-être le message d'ouverture qui prime sur le reste ? Oui, en tout cas, je vous rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que je pense qu'elle a une volonté d'aller chercher l'électorat modéré, on va dire, mais là où elle est un peu piégée, c'est qu'il ne faut pas oublier que une partie du Parti démocrate s'est radicalisée ces dernières années. On l'a vu au cours des derniers mois, lorsque vous avez évoqué ce qui s'est passé, évidemment, ce qui se passe évidemment au Proche-Orient. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois seulement, la plupart des campus américains, et ça continue à la rentrée, étaient paralysés par des manifestations donc pro-Palestine. Cette partie importante de l'aile gauche, on va dire, du Parti démocrate n'a pas disparu. Et Kamala Harris est tiraillée parce qu'en fait, elle a deux options. Soit elle va chercher les 15-20%, on dit plutôt 15% d'électeurs qui ne sont pas encore décidés, les indécis, donc peut-être des républicains qui ne voteront pas Donald Trump ou des indépendants, des indécis. Mais si elle fait ce choix-là, elle risque de s'éloigner de son aile gauche. Et son aile gauche, dans certains États clés, on pense au Michigan notamment, où certains sondages montrent que le vote musulman pourrait occuper une place centrale. Il faut qu'elle fasse un choix. Pour l'instant, elle botte en touche.
elle botte en touche en faisant du en même temps, c'est-à-dire qu'elle va à la fois chercher ses modérés et à la fois chercher cette aile gauche. Je pense que cet élastique, vous avez beau le tirer, au bout d'un moment, il peut craquer. Et peut-être que le débat va clarifier ça. Je pense que c'est la stratégie de Donald Trump. Donald Trump va essayer d'aller la pousser dans ses retranchements sur des sujets donc économie, politique étrangère, et il faudra qu'elle sache répondre. Je pense que jusqu'à présent, elle a été sur une posture plutôt défensive, ce qui se comprend aussi, une posture défensive qui est de dire j'évite toute forme de bourde qui pourrait me coûter un côté de l'électorat. Laurence Nardon, un gouverneur américain avait dit dans les années 80, on fait campagne en poésie, on gouverne en prose. Est-ce que le premier risque que court Kamala Harris, c'est pas justement de faire campagne en prose, c'est-à-dire de ne pas tellement faire rêver son électorat ? On pourrait dire que dans le flou des propositions qu'elle donne, elle est plutôt dans la poésie, mais enfin, non, ceci dit, non, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce c'est une question, c'est pour ça. Elle fait, je pense que justement, alors on a longuement parlé du flou de ses propositions et du fait que ça va pas pouvoir durer tellement plus longtemps, mais jusqu'à présent, au contraire, justement, elle a été dans une sorte de dynamisme et d'enthousiasme et de joie de vivre, on a employé ce terme déjà plusieurs fois, depuis la fin juillet jusqu'à présent, qui a quand même pas mal fonctionné. Alors on se moque de son rire, vous savez, vous avez certainement vu cette vidéo où elle parle de sa mère et du cocotier, le coconut tree, elle éclate de rire, donc tout le monde se moque d'elle. Un rire très très communicatif. Oui, et elle a aussi cet immense sourire qui fonctionne très bien. Donc je pense qu'au contraire, jusqu'à présent, elle a plutôt été dans cette image d'optimisme et réouvrant la porte à une possible victoire des démocrates, ce qui n'était quand même pas le cas avec Joe Biden. Un autre point sur lequel elle s'est montrée très optimiste dans sa campagne, et c'est un vrai tournant par rapport à la campagne Biden, c'est le fait donc d'être plus dans la proposition et dans l'optimisme que dans la dénonciation de l'apocalypse qui viendrait si Donald Trump était réélu. Au printemps dernier, la campagne Biden avait vraiment fait campagne sur ce thème, c'est-à-dire dire aux électeurs que si Trump était réélu, c'était globalement la fin de la démocratie américaine. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, ça ne marchait pas. Le pays serait plongé dans l'abîme. Oui, enfin, quand on regarde Donald Trump, c'est quand même pas complètement... Enfin, je veux dire, c'est quand même une candidature préoccupante. Bref. Mais le fait est que ça ne marchait pas dans l'électorat, puisque Biden était à la traîne derrière Trump, dans les sondages. Et donc, si on peut dire que la campagne Harris a fait un choix depuis fin juillet, c'est celui-là, c'est de dire on arrête d'agiter l'épouvantail de Trump et on va plutôt que d'être dans la dénonciation de ce danger, on va plutôt essayer de proposer une nouvelle image de l'Amérique et de proposer quelque chose qui est dans la joie de vivre. Ce sera notre thème de la soirée. Même si, une fois de plus, c'est pas très précis quand on descend dans les propositions concrètes économiques ou de politique étrangère. C'est plus seulement l'anti-Trumpisme qui motive le camp démocrate. Pierre Bourgois, c'est désormais une vision de la société, un optimisme pour l'avenir ? Oui, mais là aussi, il y a du en même temps. Parce que quand vous regardez la convention démocrate, tous les ténors en fait, de l'establishment n'ont fait que taper aussi sur Donald Trump. Et d'ailleurs, même elle, dans son interview, lorsqu'elle dit next question, elle aussi, elle reparle. Question suivante. Elle reparle aussi de Donald Trump. Donc en fait, oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a une stratégie claire qui est de ramener, d'ailleurs, c'est une stratégie qui, pour l'instant, dans les sondages, est payante, de ramener de la joie, etc. Mais pour autant, elle attaque très très durement Donald Trump, mais Donald Trump ne s'en prive pas non plus. Donc elle rentre dans le jeu. Que dire Je pense que en fait, la configuration du système politique américain est telle que ce bipartisme entraîne naturellement la confrontation. Et le débat va être une belle illustration ce soir. Même dans l'optique où elle voudrait éviter les coups, elle ne pourra pas les éviter parce que Donald Trump va continuer à attaquer. Donc, je dirais que là aussi, elle fait du en même temps pour répondre à ce que vous disiez. C'est-à-dire que oui, elle a décidé de ramener une thématique de joie, d'optimisme, d'aller vers l'avant, peut-être en comparaison avec la forme de stagnation qu'on avait sous Joe Biden, mais pour autant, elle ne peut s'empêcher d'attaquer Trump et de le placer légitimement ou pas en tant qu'ennemi de la démocratie. Donc je pense que malgré tout, elle maintiendra ce thème-là dans sa campagne.
Est-ce que vous estimez, Laurence Nardon, que son bilan de vice-présidente, c'est son boulet, pour reprendre l'expression de Laurent Fabius en son temps? C'est à l'évidence ce que les républicains et Donald Trump, dans le débat dans quelques heures, va essayer de lui imposer. Et elle, tout l'exercice, c'est de dire qu'elle n'est pas vraiment... Enfin, oui, c'est un exercice très compliqué, parce qu'à la fois, elle doit revendiquer le bilan de Biden et dire qu'elle va l'emmener plus loin et qu'elle va le transformer. Mais elle n'a pas forcément... elle n'a pas forcément un énorme problème sur les questions économiques, parce qu'aujourd'hui, l'inflation est redescendue en dessous de 3%, et les électeurs commencent à s'en rendre compte parce que le prix de l'essence a enfin baissé cet été. Alors, c'est les politiques... Le prix du brut, le baril, est descendu sous les $70. Voilà, et donc mathématiquement, il s'est traduit par une essence moins chère à la pompe pour les Américains. Et ça, c'est une influence énorme dans leurs décisions de vote. On le voit à chaque élection. Donc, elle pourra dire qu'elle revendique les Bidenomics et leur immense effort pour faire revenir l'emploi industriel aux États-Unis au service des classes moyennes, ce qui est également un objectif de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance. Mais elle veut l'emmener plus loin. Alors, les seules choses qu'on sait sur son programme économique, c'est un certain nombre de mesures pour, comme on dit en français, le pouvoir d'achat des ménages, avec notamment des taxes, des crédits fiscaux pour les familles avec enfants, etc. Donc je pense qu'elle va insister là-dessus. Elle a aussi parlé lors de son discours de la Convention d'une réforme fiscale qui bénéficierait aux classes moyennes. Parce qu'il y a quelque chose sur la fiscalité que je peux dire, si vous me laissez une minute de plus, c'est que la grande réforme fiscale que Trump avait fait voter en décembre 2017 et qui bénéficiait aux grandes entreprises, aux très riches, avec un certain nombre de mesures pour les classes moyennes qui étaient mises en avant pour faire un peu de marketing. Cette réforme, la plupart des mesures s'arrêtent en 2025. Et donc, la personne qui va être élue à la Maison-Blanche en novembre prochain s'apprête à faire une nouvelle réforme fiscale. Trump a dit qu'il ferait la même que 2017, donc très pro-business, on va dire, pour parler poliment. Et elle s'engage à faire une réforme fiscale au service des ménages à revenus intermédiaires. Il faut parler, Pierre Bourgois, du camp adverse, si ce n'est pour dire du camp ennemi. Comment est-ce que vous jugez la campagne de Donald Trump, en particulier depuis que Kamala Harris est entrée officiellement dans la course ? Pour l'instant, il a du mal. Il a du mal en fait à renouveler sa rhétorique. Si vous voulez, quand vous construisez votre rhétorique pendant 1 an ou 2 sur le simple fait que Joe Biden est décadent, qu'il est incapable de prononcer des phrases cohérentes, qu'il est incapable de gouverner le pays, qu'il est évidemment trop vieux pour la fonction, lorsque cette personne-là n'est plus candidate, votre pyramide s'effondre en fait. Et je pense que on l'a vu dans les sondages, à la fois l'élan porté par la campagne d'Harris s'explique aussi par l'incapacité du camp Trump à renouveler son discours. Or, il se trouve que je pense que depuis 1 semaine ou 2, il y a un changement de stratégie chez Donald Trump, et Donald Trump a recentré ses attaques sur le bilan de Kamala Harris. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Kamala Harris sera attaquée sur ce bilan. Et je pense que les mauvais sondages, qu'il y a toujours un décalage entre le moment où les sondages sortent et le moment où on les a faits, en fait, l'élan de la pré-convention démocrate et de l'après-convention démocrate s'explique aussi parce qu'à cette période, Donald Trump, qui, il faut le rappeler, quelques jours avant, sort de sa tentative d'assassinat, et justement à ce moment-là, on se dit mais rien ne peut arriver. Je venais d'arriver aux États-Unis le jour de cette attaque, et à ce moment-là, on se dit mais impossible que Joe Biden refasse son retard, etc., etc. Les choses vont très vite, mais si vous voulez, à partir du désistement de Biden, on a une incapacité donc de Donald Trump à renouveler ce discours. Et je trouve que sur les 2 dernières semaines, il a encore une fois changé de ton, et on le voit dans les sondages. Il y a eu des sondages là qui sont sortis, New York Times notamment, qui montrent que pour la première fois depuis quelques semaines, Donald Trump repasse en tête. Alors c'est un sondage parmi d'autres où on voit que Kamala Harris dans d'autres sondages continue d'avoir 2-3 points d'avance, mais ça montre que peut-être que le changement de ton de Donald Trump se fait sentir.
Donc dire que si c'est une bonne campagne ou pas, en fait, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donald Trump parle très peu de fond aussi. Il est beaucoup dans les attaques personnelles. Donc je pense que ce débat-là a une vertu, il n'y en aura qu'un seul, a priori. Ce débat-là va enfin, et on attend ça, enfin clarifier les lignes idéologiques. C'est quoi le changement de ton de Donald Trump, Laurence Nardon? Oui, c'est qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, il essaye de se reprendre après le changement d'adversaire auquel ils ont été confrontés très brusquement. Et d'ailleurs, on pourrait croire, je ne pense pas que ce soit le cas, mais on pourrait croire que Biden a fait exprès de se désister au lendemain de la convention républicaine, qui avait eu lieu juste la semaine avant le 21 juillet, parce que tous les ténors du parti républicain, Trump au premier chef, se sont enferrés dans leurs attaques contre cet adversaire sénile, etc. Puis tout à coup, pouf, 3 jours après, c'est une femme de 59 ans qui est leur adversaire. Et son opposant qui devient le plus sénile des deux. Exactement. Et dont les problèmes cognitifs vont être très apparents face à Kamala, devrait être plus apparent face à Kamala Harris que face à Joe Biden. Il y a un point sur lequel il va pouvoir attaquer Kamala Harris ce soir pendant le débat, certainement, c'est l'immigration. Alors donc, Trump populiste de droite, donc le thème de l'immigration de masse à la frontière sud est pour lui un thème majeur, évidemment, et pour son électorat aussi. Et il faut savoir que Kamala Harris est l'un des dossiers terrible que lui avait confié la Maison-Blanche de Joe Biden, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs un cadeau. Ça, c'est un autre sujet. C'est justement à dessein que ça lui a été confié. On peut poser la question, en tout cas, parce que c'est sûr qu'on lui a savonné un peu la planche à la Maison-Blanche pendant ces 4 ans. Bref, et là, il va pouvoir dire qu'elle n'a pas réglé le problème. Je ne sais pas d'ailleurs qui pourrait régler le problème, mais ça va être un angle d'attaque qu'il va pouvoir déployer contre elle. Approfondissons justement, Pierre Bourgault, avec vous, le sujet, le dossier même de l'immigration. Sur ce dossier en particulier, Kamala Harris a largement évolué. Là aussi, elle semble envoyer des messages en direction du camp conservateur et républicain. Ce que je vous disais, c'est la stratégie du en même temps, si c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'en effet, depuis, en tout cas au début, lorsqu'elle est arrivée en tant que vice-présidente, et même avant en tant que gouverneuse, elle semblait avoir une vision plutôt progressiste de la question. En effet, elle était pour la régularisation des sans-papiers, une politique plutôt souple, notamment dans les camps de détention dans les États du Sud. Et il se trouve que c'est vrai, ces dernières semaines, elle semble se positionner sur une ligne plus conservatrice. Alors elle n'est pas non plus sur la ligne du Parti républicain, mais ce qui a fait dire d'ailleurs à Donald Trump qu'elle piquait ses idées. Non, mais elle explique très concrètement, par exemple, que la frontière devrait être fermée le jour où il y aurait trop d'affluence, pour la citer, sur la frontière mexico-américaine. Oui, elle fait le choix, électoralement, elle fait le choix d'aller chercher ces 10-15% d'électeurs indécis qui sont plutôt centre-gauche, centre-droit, quitte à perdre l'aile gauche. Donc l'enjeu finalement, c'est vrai, c'est de savoir si cette aile gauche va aller voter. Parce que, on en parlait tout à l'heure sur les sujets, on peut dire, son soutien inconditionnel à Israël pourrait lui faire perdre des voix au sein de cette aile gauche, cette aile très progressiste. Et c'est vrai que si elle attaque trop durement sur le sujet de l'immigration, là aussi elle pourrait en perdre. C'est un choix électoral. Alors peut-être que là où elle fait un choix très, très intelligent, c'est en allant chercher Tim Walz. Parce que Tim Walz, lui, apparaît comme plus progressiste sur ces questions-là. Et donc peut-être que, alors qu'elle va aller chercher l'électeur centre-gauche, centre-droit, peut-être que Tim Walz, lui, va essayer de conserver l'aile gauche. Laurence Nardon. Oui, c'est intéressant. En fait, le ticket Kamala Harris, Tim Walz est un ticket classique dans la politique américaine, dans les présidentielles américaines, où vous avez un candidat à la présidence et à la vice-présidence qui essaye de représenter des électorats différents pour ratisser large d'une certaine manière. Et donc là, en l'occurrence, vous avez cette femme noire plutôt modérée et un homme blanc plutôt progressiste, une de Californie, l'autre du Midwest. C'est parfait. Et face à ça, et donc cette stratégie de ratisser large. Et face à ça, ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que le ticket républicain fait tout l'inverse, ce qui n'est pas habituel, même pour les républicains. C'est-à-dire que vous avez un Donald Trump qui est donc un populiste d'extrême droite et qui a choisi un autre populiste d'extrême droite, qui est un homme blanc. Alors, il est plus jeune, évidemment, J.D. Vance. Sûr de sa ligne. Et donc, ils sont tous les deux sur la même ligne. Alors,
il y a deux explications. Soit c'est parce que Trump l'a choisi et qu'il n'est pas forcément rationnel et que c'est comme ça. Bon, ok, c'est possible. L'autre explication qui n'est pas forcément exclusive, c'est qu'en réalité, leur stratégie à eux, ce n'est pas d'élargir leur électorat en allant vers les modérés, par exemple, voilà, mais au contraire de conserver la base trumpiste, qui est la même, qu'on évalue à peu près 40-45% de l'électorat depuis 2016 quasiment, et de travailler cette base, de la surmobiliser, c'est-à-dire de chauffer à blanc les électeurs de cette base pour qu'ils aillent tous voter. Et ça peut faire l'élection s'il y a un petit peu d'abstention à la gauche du Parti démocrate, comme vous le disiez tout à l'heure. On parle toujours des gens qui vont voter pour l'un des deux candidats. On parle un peu moins des indécis. Ils seraient entre 10 et 15% aujourd'hui dans cette campagne américaine. Est-ce que l'on sait, Pierre Bourgois, qui ils sont? Car dans le fond, ils seront la prise de guerre, l'objectif fondamental de ce débat qui se tiendra cette nuit. Bon, on en a à chaque élection. Alors, ce qu'on peut dire déjà en préambule, c'est que vous aviez une partie des indécis. Quand on dit indécis, c'est indécis par rapport au duel qu'on avait à l'époque, Biden-Trump, qui s'incarnait dans ce qu'on appelle le mouvement indépendant. Donc on a eu le ralliement donc, de Robert Kennedy à Donald Trump, qui, je ne suis pas sûr, rapportera beaucoup de voix à Donald Trump. Je pense que c'est un électorat qui est relativement difficilement palpable, si vous voulez. Mais en fait, à chaque élection, vous avez en effet 10, 15, peut-être 20% d'indécis. Je dirais que avant le désistement de Biden, c'était encore plus fort parce que vous aviez une forme de paralysie du système, avoir ce duel une nouvelle fois. En fait, on se rendait compte que beaucoup des indécis qui sont autant de résignés, vous voulez dire. Exactement. En fait, c'est des abstentionnistes, des gens qui se reconnaissaient pas dans ce débat-là. Le fait que Kamala Harris donc ait remplacé Biden, vous avez côté démocrate des gens qui en effet se disent pourquoi pas un renouveau, quelqu'un vers qui on peut se projeter sur du moyen long terme. Donc, je pense que là, c'est un élément qui peut-être peut faire plier ces indécis vers le vote. Mais malgré tout, je maintiens que aux États-Unis, vous avez beaucoup de personnes, notamment dans l'Amérique rurale, qui ne se reconnaissent absolument pas dans un système qui les oublie. On parle souvent de l'Amérique des oubliés. Et je pense que beaucoup de ces personnes-là n'iront pas voter, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout simplement parce que, et je dirais, on a beaucoup d'électeurs comme ça aussi dans d'autres États démocratiques hors États-Unis, parce que des gens qui, tout simplement, en ont marre de la politique. Et il faut le dire, des gens qui, depuis des décennies, se sentent oubliés. Et je redis, on a aussi ça en France. Laurence Tardon parle très souvent, très régulièrement, même ici sur cette chaîne, des swing states, des États indécis. Quel est l'enjeu concrètement aujourd'hui? Combien sont-ils, ces États à peu près, et comment venir les conquérir? Eh bien, oui, en fait... Aujourd'hui, aux États-Unis, les électeurs tendent à se rassembler géographiquement, ce qui fait qu'on a la plupart des États, sur les 50 États, c'est plus de 40, dans lesquels on connaît à l'avance le résultat de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des États qui votent démocrates, comme la Californie, ou tous les États de la côte est de Nouvelle-Angleterre, et puis les États dont on sait qu'ils vont voter républicains, comme le Texas, les États du Sud, etc. Et donc là, l'enjeu est faible. L'enjeu est faible parce que, en fait, dans tous ces États, tous les grands électeurs seront soit d'un côté, soit de l'autre, parce qu'il n'y a pas de proportionnel. C'est vraiment un tour, et c'est une élection au scrutin indirect, mais enfin, surtout au scrutin majoritaire. Il ne reste que... alors, ça dépend des décomptes, mais au maximum 8 États dans lesquels on n'est vraiment pas sûr du tout du camp qui va l'emporter, et donc du panier dans lequel les grands électeurs de ces États vont tous tomber d'un coup, soit démocrates, soit républicains. Alors... je vais peut-être pas vous les citer, enfin, il y a la Pennsylvanie, il y a la Géorgie, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans plusieurs régions en plus. Bref, et donc, cycle électoral après cycle électoral, on voit les candidats multiplier les publicités, les déplacements dans ces États pour essayer de conquérir l'électorat. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et ce sont ces États qui, à quelques centaines de milliers d'électeurs près, vont faire l'élection en novembre prochain. L'enjeu est vraiment énorme. Le débat de ce soir, d'ailleurs, se situe dans l'un de ces États. Vous l'avez cité, la Géorgie. La Pennsylvanie, ce soir, il me semble. C'est pas Atlanta ? Non, c'est à Philadelphie. C'est à Philadelphie. En Pennsylvanie. Et donc, Pierre Bourgois, justement, quel est l'enjeu aujourd'hui de la façon dont on pourrait ou non tenter de conquérir ces États pivots, ces États indécis? Tout dépend des États. C'est-à-dire que vous avez des États, alors si on prend la Pennsylvanie, donc lieu du débat, il y a un enjeu important en ce moment. Vous avez, par exemple,
exemple l'acierie, donc le US Steel, qui est donc une grande compagnie, un fleuron industriel américain, qui est en passe de se faire racheter par un groupe japonais, Nippon Steel, et qui, aux États-Unis, depuis quelques semaines déjà, Joe Biden est intervenu directement sur le dossier pour éviter le rachat, en fait cristallise et symbolise un phénomène important qui est tout simplement une forme de déclassement du monde industriel incarné par les délocalisations, les fameuses délocalisations, et une perte de vitesse de l'industrie américaine. Donc, on a des bastions industriels, des villes ouvrières, on a des villes rurales qui subissent là aussi les méfaits de la mondialisation, et vous avez des territoires, notamment donc, le Michigan, avec, j'ai évoqué tout à l'heure, une population musulmane importante, où peut-être que là, ces dizaines de milliers, ces 100 000 voix qu'on évoquait, peuvent évoluer en fonction du positionnement d'un ou des candidats vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Donc je dirais que la stratégie pour les candidats, vous l'avez évoqué, ce n'est pas d'aller rassurer l'électeur de Californie qui votera démocrate en grande majorité. Celui-ci, il est acquis. Exactement. Le Texas est passé à 5%. Les écarts sont un peu plus faibles, mais il y a peu de chances qu'il passe démocrate. L'enjeu, c'est donc d'aller chercher dans ces états clés, 7, 6, 7, 8, ces 6 états clés, 7 états clés, d'aller chercher les thèmes qui pourraient cliver, qui pourraient nous ramener les 100 000, 200 000, etc. Et ça tombe bien, ce sont les thèmes qui, c'est pas un hasard, hein, les thèmes qui alimentent la campagne aujourd'hui, on l'a évoqué, l'inflation, c'est un sujet assez majeur en Pennsylvanie, l'immigration, un sujet majeur en Arizona, par exemple. Donc voilà, je pense que, je parlais tout à l'heure aussi de la fracturation hydraulique, des thèmes qui sont clivants, vraiment, qui vraiment divisent les deux camps, et les candidats ont tout intérêt à aller, de manière intelligente, à aller chercher ces thèmes-là. Laurence Nardon. Il y a aussi le thème des droits reproductifs, enfin ce qu'on appelle les droits reproductifs aux États-Unis, c'est-à-dire en gros le droit à l'IVG. Et tout ce qui va autour, puisque les traitements contre l'infertilité ont aussi été attaqués dans certains États conservateurs. Et si je peux rester sur ce thème un instant, je trouve que on voit bien à quel point ces grands enjeux, donc vous avez l'immigration, l'économie et donc le droit à l'IVG, sont les véhicules de la polarisation politique aux États-Unis. Cette polarisation politique existe depuis plusieurs décennies. Elle s'est aggravée sous Trump. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, les États démocrates ou républicains, progressistes ou conservateurs, se saisissent de ces sujets et en fait les expriment de manière beaucoup plus radicalisée qu'auparavant. Si on prend le droit à l'IVG, depuis que la Cour suprême a sorti sa décision Dobbs en juin 2022. En juin 2022, supprimant la garantie fédérale du droit à l'IVG, on a vu les États conservateurs aller, mais vraiment dans la radicalité sur ce droit, c'est-à-dire interdisant l'avortement dans certains États, quelles que soient les conditions, quelles que soient la situation de la mère, etc. Enfin, vraiment une interdiction absolue. Et à l'inverse, qu'on sait assez peu, on a vu dans les États progressistes un droit à l'avortement qui est beaucoup plus important, qui va beaucoup plus loin qu'en France, par exemple. Dans la plupart des États progressistes aujourd'hui, le droit à l'avortement, c'est 24 semaines, alors que chez nous, c'est 14. Il y a même un certain nombre d'États dans lesquels il n'y a pas de limite d'âge gestationnel pour ce droit à l'avortement. C'est-à-dire que le droit à l'avortement est garanti sans limite de temps pendant la grossesse. Ce qui est quand même un petit peu problématique et ce qui va... Enfin, je ne suis pas en train de prendre parti, je suis juste en train de dire à quel point les thèmes sont saisis... les deux camps idéologiques du pays se saisissent de ces thèmes et les radicalisent beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s'attendre, et notamment sur cette question de l'IVG. Je voudrais vous faire entendre la voix de jeunes électeurs américains, de jeunes potentiels électeurs américains. Avant que Kamala ne soit candidate, il y avait deux vieux monsieur. Et donc maintenant, ça nous stimule, vous savez. Avant, c'était le même processus que nous avons connu en 2020. Maintenant, je me sens comme rajeunie. Avec mes amis, on en parle davantage. C'est comme si c'était plus que de la politique. C'est comme si maintenant, nous réalisions que ça nous concerne. Nous nous considérons comme en position de pouvoir. Pierre Bourgois, est-ce que les jeunes électeurs pourront potentiellement plus voter pour l'un ou l'autre candidat? Est-ce qu'il y a, comme en France, une sociologie qui balance dans un sens ou dans l'autre?
C'est délicat parce que tout est une question de géographie aussi, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, les manifestations sur les campus ont montré un fort engagement des jeunes électeurs américains, mais c'est toujours pareil. Il y a aussi une minorité, majorité, je ne sais pas, une partie des étudiants qui n'est pas sur cette ligne-là, donc c'est toujours délicat à mesurer. Ce qu'on peut dire, c'est que les candidats à la présidentielle font très attention à la jeunesse. C'est pareil aussi en France, hein, on le dit souvent, parce que la jeunesse américaine fait beaucoup de bruit. Je le redis, hein, ce qui s'est passé sur les campus américains a laissé des traces. Et on se rappelle qu'à l'époque, Joe Biden était embarrassé parce que Joe Biden, qui est un fervent défenseur d'Israël, avait dû infléchir sa ligne, appeler au cessez-le-feu. Il était acculé par cette aile gauche, ces jeunes électeurs américains qui comptent dans la campagne parce que ce sont eux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et on est dans une société où les réseaux sociaux compte énormément. Laurence Nardon, vous souhaitiez nous donner une précision sur un propos que vous avez apporté un peu plus tôt dans notre discussion sur l'interruption volontaire de grossesse. Oui, je voulais dire qu'il y a très exactement 7 États, plus le district de Columbia, dans lesquels aujourd'hui il n'y a pas de limite de temps dans la vie gestationnelle pour procéder à un IVG. C'est quand même... pour nous, Français, notre droit, il est dans la Constitution, donc il n'y a pas de sujet. Mais enfin, c'est quand même un petit peu... ça va quand même un petit peu loin. Je l'apprends entièrement. En 1 minute chacun, peut-être qu'on commence avec vous, Pierre Bourgois, qui court le plus de risques dans le débat qui se tiendra cette nuit? Je dirais clairement Kamala Harris. Kamala Harris parce que jusqu'à présent, ce que je disais tout à l'heure, elle est dans une position relativement défensive. La volonté qu'elle avait, c'était de ne pas faire de bourde, de continuer à maintenir cet élan, un élan qui se tasse. Et en fait, maintenant, elle rentre dans la seconde partie de sa campagne, et on l'attend, on est à moins de 2 mois maintenant de l'élection, qui est de s'affirmer sur le fond, encore une fois, sur les choix clairs idéologiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des risques. J'ai toujours trouvé ça très sain dans une démocratie qu'il y ait du clivage. Le clivage, c'est par définition l'outil démocratique. C'est comme ça qu'on s'affronte sur des questions idéologiques. Le risque, c'est que depuis le début, Kamala Harris, justement, a voulu éviter de trop cliver. Le problème, c'est que maintenant, elle est désormais face à un choix clair qui est de se prononcer très clairement. Politique étrangère, on a évoqué, immigration, économie, et la stratégie du « en même temps » peut diviser son propre camp. Donc je dirais, enfin, on va avoir une clarification idéologique. Laurence Nardon, pour compléter le discours, quel risque court Donald Trump alors ce soir, s'il en court? Le scénario catastrophe pour Donald Trump, ce serait de se montrer un peu comme Joe Biden le 27 juin, dans le débat que Biden avait complètement raté, de se montrer à son tour hésitant et bafouillant face à une Kamala Harris qui serait alors à la fois très ferme mais sans être agressive, très sortant du bois sur les sujets comme on a dit, mais enfin c'est vrai qu'elle a plus à perdre que lui, parce que lui on le connaît et elle on ne la connaît pas, et donc pour elle ce soir je crois que c'est vraiment quitte ou double. L'avantage, c'est qu'ils ne pourront pas se couper la parole puisque les micros seront fermés lorsque leur opposant s'exprimera. Oui, en effet, et c'est peut-être au détriment de Kamala Harris, parce que s'il avait bafouillé et que ça s'entend, c'était pas bon pour lui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce débat en amont la veille, puisque ce débat se tiendra cette nuit, je le rappelle. Et je rappelle également, Pierre Bourgois, que vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, l'auteur de cet ouvrage intitulé « Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard ». Laurence Nardon, merci aussi d'être venue ce soir. Vous êtes chercheuse, responsable du programme Amérique de l'IFRI, et vous venez de publier Géopolitique de la puissance américaine. Vos 2 ouvrages sont parus aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux.